Retour dans le débat consacré aux Nations Unies à l'occasion, je vous le disais, de la 72e Assemblée générale des Nations Unies à New York. L'Amérique d'abord de Donald Trump pourrait nuire au multilatéralisme de l'ONU. Dans ce nouveau contexte, l'ONU est-elle encore utile à la paix et à la prospérité? On vient de l'apprendre, Donald Trump en tout cas a vu Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, et il a dit qu'il allait prendre une décision sur l'Iran. Alors c'est peut-être la semaine décisive, je me tourne vers vous, Philippe Moreau-Desfarges. Est-ce qu'il pourrait y avoir effectivement une décision qui concerne la paix dans cette région du monde? Non, mais le problème, c'est l'accord nucléaire avec l'Iran. Il est très ennuyé parce que l'accord nucléaire avec l'Iran, premièrement, l'Iran l'applique cet accord. L'Agence de l'énergie atomique de Vienne a dit que l'Iran respectait les obligations de l'accord, premier point. Et deuxième point, dans un Moyen-Orient qui est en train d'exploser, l'Iran est l'un des rares États stables de la région. Si vous voulez, quand vous regardez les autres États de la région, c'est une catastrophe. Je laisse de côté Israël. Donc l'Iran, donc remettre en cause l'accord nucléaire avec l'Iran, c'est extrêmement dangereux de la part des États-Unis. Et je pense que les autres États signataires de l'accord ne suivront pas les États-Unis. La France, l'Allemagne, ne suivront pas les États-Unis. Donc il faut faire très attention. Mais c'est ce qu'il a l'intention de faire, Anne Kratz, parce qu'il l'a dit tout de même un certain nombre, plusieurs fois. Peut-être pas. Je ne crois pas, très sincèrement. Je crois qu'il aime bien en parler parce qu'il adore, j'utilise un de ses mots préférés, j'adore ça, il adore irriter les gens, il adore leur faire peur. Ouais. Mais il y a quand même quelques voix au département d'État et ailleurs, même dans le Congrès américain, qui est pourtant très anti-iranien dans sa majorité, qui quand même conseille de ne pas se mettre une autre crise comme celle-là, comme serait celle-là, s'il devait se retirer de cet accord. Donc moi, je ne crois pas qu'il le fera. Oui, on est tout à fait d'accord. François Alençon, vous êtes d'accord? Ce n'est pas ce qu'il va annoncer cette semaine, justement, de se retirer de cet accord, de revenir sur l'accord avec l'Iran? Il ne va pas se retirer. La question n'est même pas là. La question est, il doit certifier, il est obligé par une loi qui a été adoptée aux États-Unis, d'ailleurs, suite à cet accord, il doit donner, je certifie la bonne application de cet accord, il doit certifier au Congrès américain d'ici la mi-octobre. S'il ne donne pas cette certification, c'est au Congrès de décider si oui ou non il réapplique, il remet en vigueur des sanctions qui sont actuellement suspendues sur décision du président, et cette suspension est renouvelée périodiquement. Donc, en fait, en ne certifiant pas, il mettra la balle dans le camp du Congrès qui aura à décider ou non de ce qu'ils feront. Mais il peut tout à fait ne pas certifier. On en est là. Il peut très bien ne pas certifier et c'est une possibilité importante. Et je pense qu'on aura des indices, peut-être, dans le discours de demain. Patrick Lawson, vous pensez que Donald Trump pourrait revenir sur l'accord avec l'Iran, justement à l'occasion de ces assemblées générales des Nations Unies, à l'occasion de ce discours de demain? Il va donner des indications, mais après tout, c'est l'ambassadeur Haley qui, la semaine dernière, a expliqué que la loi concernant la certification que M. Trump devrait donner tous les 90 jours, ça a quelques éléments. Ce n'est pas simplement une question de certification que l'Iran applique l'accord, mais aussi une certification que les actions de l'Iran en général méritent la suspension des sanctions, et aussi que la suspension des sanctions est dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis. Et comme l'ambassadeur Haley a expliqué, c'est bien possible que M. Trump va dire que oui, c'est vrai que nous n'avons pas des indications concrètes que l'Iran n'applique pas l'accord, mais moi, je pense que je ne peux pas certifier que les actions de l'Iran en général concernant le terrorisme et ces actions déstabilisatrices dans la région méritent la suspension de ces sanctions. Et je ne peux pas certifier que la suspension des sanctions est dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis. Donc la probabilité est forte qu'il ne certifie pas, à votre avis? Il a l'air de dire le contraire, non? Non, il distingue. Oui ou non, en fait? Vous pensez qu'il va plutôt pencher vers une non-certification ou au contraire, qu'il ne dira rien en ce qui concerne cet accord? Oui, a priori. Non-certification. Philippe Moreau-Desfarges. Oui, non, je vois ce qui est bien distingué, c'est la certification sur l'accord nucléaire lui-même et la certification sur les actions générales de l'Iran. Et c'est vrai que Trump, on voit bien qu'il est assez coutumier du fait, risque effectivement de ne pas certifier une partie, de ne pas donner une partie de la certification, ce qui va poser des problèmes avec le Congrès. Je vous rappelle qu'il y a une autre affaire qui est en cours, qui est au sujet des Dreamers. C'est-à-dire que là aussi, Trump a tendance à dire, on demande au président de faire certaines choses, on va demander au Congrès de s'engager plus. On verra. Mais... Parce qu'il veut un peu remplir ses
engagements. Il s'était quand même engagé à revenir sur cet accord avec l'Iran pendant la campagne. En tout cas. Oui, si vous voulez, n'oubliez pas, il est quand même le président des États-Unis. Les États-Unis ont des très grosses responsabilités au Moyen-Orient. Là, en mettant, si vous voulez, en donnant des signes forts contre l'Iran, Donald Trump joue quand même avec le feu. L'Iran, disons, s'est beaucoup normalisé ces derniers temps. Malgré tout, l'Iran s'est normalisé. L'Iran, je le répète, est l'un des rares États stables du Moyen-Orient. Se brouiller avec l'Iran ou pousser l'Iran à nouveau vers les extrémistes ou les radicaux, c'est un jeu dangereux. Oui, mais il a fait campagne là-dessus. Oui, il avait fait campagne là-dessus, mais enfin, là, on peut même dire que, si vous voulez, la situation a changé, parce qu'avec la crise nord-coréenne, il y a quand même des voix qui s'élèvent pour dire on ne va pas se mettre sur le dos, pour parler vulgairement, une crise nord-coréenne plus une crise iranienne. Mais comme vous le disiez tous les deux, il est fort possible que Trump, qui a fait des tas de petites déclarations, et Mme Haley aussi, sur le fait qu'effectivement, les Iraniens sont méchants, et ils font des essais avec des missiles, etc., etc. Alors, ils peuvent effectivement ne pas certifier une partie, mais à partir du moment où il certifie la partie importante, ça va continuer qu'à un comme ça, Et effectivement, on sera à mi-chemin, disons. On avait également entendu Trump et Mme Haley dire que, en fait, ce qu'ils auraient voulu, c'est que les Iraniens eux-mêmes se retirent, pour utiliser un terme qui ne convient pas, mais de cet accord, de sorte que, comme ça, les Américains pourraient s'en laver les mains et disent bon, bah, c'est vous qui êtes partis parce que. Mais les Iraniens, c'est ça. Les Iraniens n'ont jamais eu l'intention de. Non, évidemment pas. Évidemment pas. Mais oui, mais ils auraient peut-être, ils pourraient peut-être être poussés à le faire si on leur demande des inspections encore beaucoup plus contraignantes que celles qu'on leur a imposées durant cet accord. Et ça, on en a vraiment parlé très spécifiquement. Donc là, on remettrait en question. Donc on remettrait en question. Mais comme je vous dis, je pense que toute cette situation a évolué depuis quelques semaines à cause de la Corée du Nord. Alors justement, avant de reparler de ces différentes crises, j'aimerais qu'on revienne sur les grands dossiers du moment qui touchent aux Nations Unies. D'abord, il y a 16 missions, il faut le savoir, de maintien de la paix. Voilà, donc a priori, on va avoir une carte. Et puis avec la multiplication des menaces de paix dans le monde, les effectifs des opérations de maintien de la paix ont fortement augmenté. Les casques bleus étaient 12 000 en 1996, 20 000 en 2000 et ils sont plus de 100 000 en 2017. C'est pas énorme, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Bon, en tout cas, il y a une inflation, on va dire. Ça ne va pas rendre une augmentation. Et ça ne va pas rendre heureux Donald Trump. Mais je voudrais citer tout de même François Delattre, ambassadeur de France à l'ONU. Le maintien de la paix onusien sauve des vies et remplit une mission irremplaçable. Philippe de Beaumont-des-Phares, je ne pense pas que vous direz l'inverse, mais... Ah oui. Non, attendez, 100 000 casques bleus, c'est pas énorme. Alors, faut quand même le dire. C'est beaucoup plus qu'avant. Oui, non, mais attendez. Pourquoi il y a des casques bleus dans le monde? C'est le Conseil de sécurité qui, à chaque fois, a décidé. L'envoi de casques bleus, c'est décidé par le Conseil de sécurité, avec l'accord des États-Unis. D'ailleurs, si les États-Unis mettaient leur veto, il n'y aurait pas ces casques bleus. Deuxièmement, il faut rappeler que, si vous voulez, c'est nécessairement un truc bricolé. Je vais vous donner un exemple. Il y a 10 000 casques bleus au Congo, dans l'ex-Congo belge. Bon, ces malheureux casques bleus, d'abord, et ce sont des Bangladeshis, des Indiens, ils sont là-bas envoyés par leur État, ils ne sont pas très motivés, ils ont un territoire immense à gérer, c'est extrêmement difficile. Il faut rappeler que l'idée de la charte, c'était de créer une armée onusienne. Or, on ne l'a pas créée, cette armée onusienne. Donc on a bricolé un truc, et les casques bleus, c'est du bricolage. C'est du bricolage, mais ils servent à quelque chose. Ah oui, ils servent à quelque chose, bien sûr. Si vous voulez, malgré tout, la présence de ces casques bleus, malgré tout, retient dans une certaine la violence de ces régions. Malgré tout, au Congo, ils servent un peu à quelque chose, en étant là, en surveillant, oui. François d'Alençon, est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Moret-Desfarges là-dessus, sur cette utilité des casques bleus? Parce qu'on voit bien, par exemple, qu'au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, le terrorisme, l'organisation de l'État islamique, l'ONU est totalement tenue en échec face au Moyen-Orient. C'est pas l'ONU, ça, oui. Oui, enfin bon, les casques bleus, il y a toute une littérature très critique sur les opérations de maintien de la paix. Et d'ailleurs, le secrétaire général actuel veut les rendre plus efficaces. Il va réduire, et d'ailleurs, on a commencé à réduire les opérations de maintien de la paix à Haïti, en Côte d'Ivoire. Il est question même d'y mettre fin. Il y a 600 millions de réductions qui ont été décidées dans le budget des opérations de maintien de la paix sous pression des États-Unis. C'est beaucoup moins que ce qui a été demandé, certes, mais ça veut dire qu'il y aura une réduction des casques bleus, du budget des opérations de maintien de la paix de l'ONU. 600 millions de réduction déjà adoptées. Et donc, c'est un des domaines que le secrétaire général veut réformer. On peut quand même se poser la question, c'est pas iconoclaste, à l'issue de combien d'années de présence au Congo,
ces casques bleus qui sont, par exemple, à l'est du Congo, au Kivu, ont-ils pu empêcher les massacres? Ont-ils pu empêcher tel ou tel le conflit de se poursuivre? Il y a des grosses questions posées sur l'efficacité de ces dispositifs. Alors, la question est toujours politique, parce que très souvent, ces crises, les casques bleus, c'est comme un pansement sur une plaie. S'il n'y a pas une médiation politique pour résoudre le conflit, en l'occurrence, qui continue toujours au Congo, ça ne sert à rien. Et c'est un peu le problème de ces casques bleus. Un peu le problème. Est-ce qu'il y a un retour, finalement, tout de même, je dirais, à la diplomatie bilatérale Anne Kratz face justement à cette ONU qui était une sorte de vision très multilatérale? À un moment donné, on parlait de nouvel ordre mondial. On a l'impression qu'on n'en parle plus du tout. Et avec un retour, au contraire, à une sorte de bilatéralisme, voire on est tout seul face aux autres et on négocie finalement. On se retrouve en duel pratiquement tout le temps en diplomatie aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et c'est sûr que les Américains, depuis un certain nombre d'années, un nombre assez important d'années maintenant, du fait de leur puissance militaire, économique et financière, ils n'ont jamais... Enfin, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas développé une stratégie du tout, parce qu'en fait, ils peuvent toujours se dire, bon, bah, si ça ne marche pas, si quelque chose ne marche pas, on va leur taper sur la tête. Enfin, pour le dire brutalement. Ça a été un peu ça, la politique américaine, pratiquement depuis la guerre du Vietnam. Alors, ça les empêche de construire une théorie de la diplomatie efficace. Les Américains avaient, il y a une trentaine d'années, un département d'État très efficace. Il est toujours plein de gens extrêmement qualifiés, mais on ne les utilise pas. Le nouveau secrétaire d'État aux Affaires étrangères, M. Tillerson, est plutôt en train de casser la baraque, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, il n'y a pas de stratégie aux États-Unis, et certainement pas avec un monsieur comme Trump, qui lui, tout son truc, c'est « OK, on a la force militaire, on a la force économique, on a la force financière. Si vous ne faites pas ce que nous voulons, eh bien, vous allez en subir les conséquences. » Donc, c'est ça un peu le... Je souscris à tout ce qui a été dit. Je ne sais pas du tout. Je crois que le problème qu'on doit poser, ce n'est pas seulement les opérations de maintien de la paix, c'est le problème des interventions. Prenez l'intervention américaine en Irak, l'intervention de l'OTAN en Afghanistan, toutes ces interventions sont des échecs. Et en Syrie. D'ailleurs, en Syrie. Donc, il y a un véritable problème, oui. C'est vrai qu'on... si vous voulez, on intervient pour imposer notre vision du monde, ça ne marche pas. Et pas forcément avec, justement, l'aval de l'ONU. Oui, pas forcément avec l'aval de l'ONU. Donc, j'ai envie de dire, il y a le problème, ce que vous avez dit sur les opérations de maintien de la paix, leur efficacité, tout à fait juste, mais il y a un problème plus général de ce qui était le fameux devoir d'ingérence, ou droit d'ingérence. Oui. Alors justement, Patrice Clauson, Washington, et en l'occurrence avec Donald Trump, ont-ils besoin de l'ONU aujourd'hui ? Dans les domaines particuliers, mais en général, pas de manière très, très forte. Alors, l'ONU est efficace et Ambassadeur Haley a insisté sur ça dans des domaines particuliers et là, on va travailler avec l'ONU. Mais après tout, Monsieur Trump, c'est le président de l'Amérique d'abord et ça, sa politique en général, l'Amérique d'abord. Mais je pense qu'il intéresse beaucoup plus dans les relations bilatérales entre les États-Unis et notre pays que dans les organisations internationales. Oui, c'est vrai. Mais après tout, avec quelqu'un comme Ambassadeur Haley dans New York, je pense qu'elle peut trouver des domaines dans lesquels l'ONU est utile pour les États-Unis. Par exemple, le domaine de la Corée du Nord, Philippe Moreau-Desfarges, est-ce que finalement cette crise a remis un petit peu, je dirais, au goût du jour l'ONU, puisqu'on s'est retrouvé effectivement un Conseil de sécurité qui s'est mis d'accord sur un certain nombre de sanctions contre Pyongyang? Vous avez raison, mais j'ai envie de dire que la crise de la Corée du Nord rappelle le bon vieux bilatéralisme. C'est-à-dire, grosso modo, j'ai envie de dire, je vais être un peu cruel, les États-Unis ont roulé des mécaniques et n'ont pas fait grand-chose, en disant, il y a un autre géant qui va faire le boulot à notre place, c'est la Chine. Donc on est dans le bon vieux jeu géopolitique. Et je crois que la Corée du Nord confirme, et ça je suis d'accord avec vous, qu'on est à la fois dans le multilatéralisme et aussi dans la bonne vieille géopolitique classique avec les rapports de force d'État à État. Donc c'est intéressant justement dans cette crise nord-coréenne que justement des sanctions aient été prises par le Conseil de sécurité tout de même, des sanctions donc
moins fortes que ce que voulait Donald Trump au départ, mais des sanctions tout de même. Mais c'est quand même, on voit bien que les acteurs clés, c'était la Chine et les États-Unis. Donc derrière les sanctions multilatérales, il y a quand même un accord bilatéral entre les États-Unis et la Chine pour gérer la crise de la Corée du Nord. Mais alors la Chine, justement, en est-elle dans la gestion de la crise de la Corée du Nord? C'est pas très clair. Si? C'est très clair. Ah bon, alors quelle est sa position exacte? Vous avez un petit frère qui est odieux, qui est insupportable, qui donne des coups de pied partout. C'est votre petit frère, vous devez le protéger. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de le calmer, mais quand même il continue. Et pour le moment, voilà où ils en sont. Mais c'est vrai qu'ils n'ont... Si vous voulez, la Chine ne veut pas que la Corée du Nord s'écroule. La Chine ne veut pas que ni les États-Unis d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on accepte ce qu'a fait la Chine, donc un certain nombre de sanctions via le Conseil de sécurité des Nations Unies. Exactement. Mais on n'empêche pas le petit frère d'agir parce que pour l'instant, il n'a pas l'air très dissuasif. Il n'y aura pas d'action militaire. Il n'y aura pas d'action militaire. Il faut le souhaiter. Il faut non seulement il faut le souhaiter. Moi, je ne suis pas aussi sûr que vous, mais enfin, ça, c'est autre chose. Non, mais il y a la Russie aussi qui a joué le jeu dans le Conseil. Là, effectivement, on est pratiquement dans le grand jeu du 19e. Alors, on a la Russie, on a la Chine, on a les États-Unis. Enfin, tous les ça, c'est la bonne vieille géopolitique. Et là, Nikki Haley s'est montrée effectivement efficace. Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que la presse, autant française qu'américaine, a changé d'avis du tout au tout à son sujet. Quand elle est arrivée aux Nations Unies, les démocrates, en tout cas, la grande majorité des Américains l'ont trouvée absolument odieuse. Elle s'est montrée littéralement odieuse en arrivant là, en disant c'est n'importe quoi, ils font n'importe quoi, on va arranger tout ça, on va casser tout ça. Et là, tout d'un coup, elle a très bien joué le jeu, puisque finalement, comme je le disais tout à l'heure, les Américains ont dû accepter des sanctions beaucoup moins importantes qu'ils ne le demandaient au départ, contre la Corée du Nord, de la part de la Chine surtout. Pour qu'ils trouvent un accord, en tout cas. Alors là, on peut dire que l'action des Nations Unies sert à quelque chose. En revanche, François d'Alençon, si on regarde du côté du Moyen-Orient, parce que je vais y revenir, la Syrie, l'Irak, le terrorisme, là, on peut dire que l'ONU est inexistante, que ce sont des dossiers en fait qui sont essentiellement gérés par la Russie directement. Il y a les fameuses discussions d'Astana. 2 exemples. Moyen-Orient, donc Syrie. Syrie, il y a plusieurs niveaux d'intervention internationale. Vous avez le processus d'Astana qui réunit Russie, Iran, Turquie et qui gère les problèmes de cessez-le-feu, les problèmes techniques, militaires. Et vous avez quand même un processus au niveau onusien à Genève qui est complètement dans l'impasse aujourd'hui. Et justement, donc là, c'est un échec plutôt de la part de l'ONU. C'est pas un échec. Il y a un envoyé spécial, Stéphane de Mistura. Il y a un lieu, il y a un processus. Il est plus ou moins dans l'impasse. Et c'est bien pour ça qu'il y a la proposition française, je ne sais pas si elle sera efficace ou non, qui, à travers un groupe de contact, pourrait relancer ce processus onusien de négociation. Il y aura une réunion à New York mercredi des 5 ministres des pays membres permanents du Conseil de sécurité sur l'Iran pour essayer de voir si on pourrait, à terme, relancer ce processus de Genève. Vous savez, dans les règlements de crise, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau ONU, il y a le niveau régional et il y a le niveau local. Et le niveau ONU reste utile même en Syrie, c'est ce que même s'il est dans l'impasse. Et je vous ferai humblement remarquer que sur l'Iran, sur la crise nucléaire iranienne, il y a une agence de l'ONU, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui joue un rôle fondamental de vérification. Donc l'ONU n'est pas complètement absente. Non, vous dites quelque chose de très important, c'est que pour les grands choix politiques, l'ONU n'est qu'un cadre. Il faut que des États soient d'accord. Dans l'affaire syrienne, vous avez raison, il y a un processus. Mais si les acteurs, la Syrie, la Russie, etc., ne sont pas d'accord pour faire quelque chose, l'ONU, ce n'est qu'un cadre, un outil. Et donc c'est le problème de l'ONU, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre d'États, s'ils ne se mettent pas d'accord, il n'y a pas de décision. Oui, mais l'ONU ne peut exister que par un accord entre États. Vous voyez ce que je veux dire? L'ONU, c'est un traité entre États. Donc, malgré tout, l'ONU, nous restons dans un monde d'États souverains, et c'est ça qui est difficile. On voit l'ONU comme une entité, or l'ONU n'agit que si les États au sein de l'ONU, selon les procédures de l'ONU, sont d'accord. Sans ça, donc, si elle ne fonctionne pas, c'est parce que les États ne parviennent pas à se mettre d'accord. Voilà. On ne va pas agiter le chiffon rouge contre l'ONU. Ce sont les différents États qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Merci beaucoup. Alors, on va revenir d'ailleurs sur cette réforme des Nations Unies, puisqu'Antonio Guterres a fait un discours un peu plus tôt aujourd'hui, où il parle justement de cette réforme. Je vous propose d'écouter le secrétaire général des Nations Unies. N'oublions jamais que nous sommes là pour servir les gens, les personnes souffrant de pauvreté et d'exclusion, les personnes victimes d'un conflit, les personnes dont les droits et la dignité ont été bafoués, mais aussi les personnes qui ont des idées, des rêves et qui ont besoin d'un coup de main. La réforme est pour eux.
Patrice Clauson, le multilatéralisme a-t-il un avenir quand on entend Antonio Guterres? En tout cas, lui, il croit. Franchement, les États-Unis ont entré dans une réforme des structures de l'ONU et je doute fortement que les États-Unis va être impliqués dans des discussions sur une réforme des institutions de l'ONU. On a beaucoup de choses sur notre plat et ce n'est pas vraiment quelque chose de très important pour nous. Et ça sera fait cette fois, vous pensez, cette réforme qui va démarrer, si j'ai bien compris, par une baisse des dépenses? Ou en tout cas une rationalisation des coûts. C'est ça, une rationalisation des coûts. Il y a des structures bureaucratiques impressives dans l'ONU qu'on peut simplifier. Il y a beaucoup plus d'efficacité si on peut réduire la bureaucratie. Mais ça, c'est vraiment l'intérêt des États-Unis et pas dans un changement de la structure de l'ONU. La réforme de l'ONU, c'est un non-sujet. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait une réforme de l'ONU, une vraie réforme de l'ONU, il faudrait qu'au moins les 5 membres permanents veuillent cette réforme. Or, les 5 membres permanents n'en veulent pas. Ils veulent peut-être tous une réduction des coûts. Ah oui, mais c'est pas ça une réforme. C'est pas une réforme. C'est pas un premier pas vers une réforme. Non, franchement, la réduction des coûts, c'est les managers qui font toujours la réduction des coûts. On sait très bien, dans une entreprise, si on se contente de réduire les coûts, on a fait par repartir. Une réforme, c'est à la fois une interrogation sur la stratégie, le système de l'entreprise. La réduction des coûts, c'est pas une réforme, je suis désolé. Alors c'est quoi la réforme de l'ONU? Alors la réforme de l'ONU, c'est la question notamment du Conseil de sécurité. C'est la composition du Conseil de sécurité. Je vous rappelle, le Conseil de sécurité, il y a 15 membres. 10 membres non permanents élus par l'Assemblée générale, et il y a ces 5 membres permanents. Et c'est vrai que le problème, c'est l'avenir de ces 5 membres permanents. Or, ces 5 membres permanents, ils ne veulent pas que ça bouge. Ils peuvent tout bloquer. Ils sont là, ils ne veulent pas que ça bouge. C'est pas eux qui vont faire la réforme. Or, la réforme n'est pas possible si les 5 membres permanents mettent leur veto. Donc, il n'y aura pas pour le moment de réforme. Anne Kratz. Non, mais de toute façon... Une cure d'investissement, peut-être. Oui, voilà. Je ne sais pas exactement de quoi on parle. Parce qu'effectivement, si on parle du Conseil de sécurité, ça ne va pas bouger. Chacun le sait. Donc, ça restera les 5 pays membres qui décident. Donc, de quoi parle-t-on? Les Nations Unies fonctionneront toujours dans le même mode qu'ils ont toujours fonctionné, parce qu'ils sont essentiellement dépendants de la bonne volonté des 5 membres du Conseil de sécurité. Bon, un point, c'est tout. À partir de là, M. Guterres a évoqué une réforme en profondeur qui serait plutôt une réforme non pas d'efficacité, mais d'approche philosophique. Il a dit que, par exemple, pour les opérations du maintien de la paix, qui sont quand même un des grands emplois de l'argent qui est donné aux Nations Unies par toutes les nations, il a dit qu'en fait, on ne peut plus considérer des opérations de maintien de la paix comme simplement des opérations militaires et qu'il faut absolument intégrer dans la préparation de ces opérations des éléments humanitaires, des éléments économiques, de développement, etc. Il a passé à la prévention des conflits, me semble-t-il. Oui, également la prévention des conflits. Enfin, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, la prévention des conflits. Mais il a très précisément, je crois, indiqué que c'est là où il va mettre l'emphase sur la gestion et la préparation des opérations de maintien de la paix. Et ça risque de satisfaire beaucoup de gens si ça fait... Mais ça ne réduira pas les coûts, ça va les accroître. Oui, mais les coûts, mais on est d'accord tous les deux pour dire que les coûts, c'est juste de l'incantation. C'est-à-dire que tous les présidents américains et peut-être même le président français vont aller dire oui, il y a trop de bureaucrates, mais ça ne veut rien dire. François d'Alençon, juste un dernier mot, 15 secondes justement sur cette réforme. Il y aura une réforme de l'ONU ou vous pensez que non? Il n'y a pas une réforme. Je contredis un peu ce que M. Moreau-Desfarges dit. Il n'y a pas que la réforme du Conseil de sécurité. Il y a plein d'autres volets qui concerne la réforme et je pense que M. Guterres a quelques chances de faire avancer un peu, notamment dans le domaine des opérations de maintien de la sécurité, des réformes plus modestes que celles du Conseil de sécurité, certes, mais qui permettraient de les rendre plus efficaces. En tout cas, on compte sur Antonio Guterres, le nouveau secrétaire général des Nations Unies. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous d'ailleurs, Patrick Clauson en direct de Washington, François d'Alençon, Philippe Moreau-Desfarges et Anne Kratz. Merci à vous de nous avoir suivis et vous restez avec nous sur France 24. C'est François d'Alençon.